conservateur et endodontique chez le sujet âgé. Bien sûr, un sujet âgé a des particularités au niveau de la cavité buccale et de point de vue santé générale par rapport à un jeune patient. Alors, on va parler au début des particularités liées au vieillissement et conséquences en OCE, les facteurs de risque favorisant la maladie carieuse chez la personne âgée, les différentes formes cliniques de la lésion carieuse, les prises en charge conservatrices, et enfin endodontiques. Donc, les traitements dentaires restaurateurs et les traitements endodontiques chez les personnes âgées doivent tenir compte de l'âge du patient, de leur coopération psychologique, mais également des modifications de l'émail, de la dentine et de la pulpe liées au vieillissement. Bien sûr, vous savez qu'il y aura toujours des changements dans notre organisme tout au long de notre vie. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la maladie carieuse chez une personne âgée? D'abord, il faut savoir qu'on a trois types ou trois groupes de personnes âgées. On a les personnes ou les patients qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout personnes âgées, certaines personnes âgées qui ont des infirmières chez eux, soit de la famille, soit des infirmières qui peuvent les aider à faire leurs besoins. Alors, il y a certaines maladies qu'il faut prendre en considération chez les personnes âgées, bien sûr comme presque tous nos grands-pères et grand-mères et nos parents qui sont un petit peu âgés ont des maladies générales, malheureusement. Donc, il y a certains patients qui sont atteints d'affections cardiovasculaires, telles que les infarctus de myocarde, les angines de poitrine, maladies valvulaires, endocardite bactérienne et hypertension. Donc, ces maladies, si un patient présente cette maladie ou est atteint par cette maladie, donc il faut faire attention à faire pendant nos traitements. Donc, il y a certains patients qui nécessitent la prise de certains médicaments pour la réalisation de nos thérapeutiques et également pour les traitements qui sont utilisés par ces patients. Alors, on a également les troubles endocriniens tels que le diabète, l'ostéoporose et les maladies les plus fréquentes, affections neuropsychiatriques telles que l'Alzheimer, les dépressions et la maladie de Parkinson, et affections rhumatologiques la plus fréquente qui est l'arthrite. Toutes ces maladies vont influencer nos thérapeutiques. Donc, je vous ai dit soit par le traitement qu'on doit prescrire, soit par les thérapeutiques ou bien les traitements qui sont pris par les patients. Et également, comme par exemple pour les Parkinson, c'est des patients qui ont des troubles, donc il faut toujours faire attention également les dépressions. Également, il y aura chez une personne âgée, elle aura des changements au niveau des structures de la cavité buccale. D'accord? Donc, concernant l'os alvéolaire, comme on le sait, tout le monde le sait, que dès qu'on perd une dent, l'os alvéolaire va disparaître. Et cela va être compliqué également par les maladies parodontales et par les prothèses inadéquates qui vont également provoquer quelques lésions au niveau de la cavité buccale. La xérostomie, c'est la diminution du flux salivaire dans la cavité buccale, également peuvent provoquer ou provoquent des lésions au niveau de la cavité buccale. Et elle peut aussi faire suite à une thérapie ou prise de médicaments, comme les antidépresseurs, les diurétiques, sulfamides et tout. Donc, tous ces traitements pris par ces personnes vont provoquer des modifications au niveau de la cavité buccale. Donc, le pH salivaire et le pouvoir tampon vont être diminués, d'où une augmentation du risque carieux individuel. Également, certains patients ont une hygiène orale insuffisante, bien sûr, causée par la difficulté de brossage. Certains patients ont une alimentation très sucrée, molle, parfois quasi liquide, surtout pour les patients qui ont perdu leurs dents. Négligence des produits frais, source de fibres et de vitamines, au profit des plats cuisinés riches en sucre et fréquents grignotage. Donc, tout ça va augmenter l'apparition de lésions dentaires.
À noter également le rôle de consolation que présente l'alimentation pour la personne âgée souffrant de la solitude. Certains patients peuvent ne rien manger parce qu'ils sont seuls, c'est la solitude, et d'autres, ils mangent trop, donc que ça soit positivement ou négativement, donc ça influence sur les lésions de la cavité buccale. Quelles sont les modifications qu'on pourra avoir au niveau dentaire, au niveau de la dent, si vous voulez? Donc, au niveau du au niveau de l'émail, il y aura une diminution de la perméabilité. Donc, il va devenir moins perméable. Donc, ce qui fait disparaître, ce qu'on remarque cliniquement, il y a disparition de la translucidité de l'émail. Augmentation de la fragilité, il va devenir plus fragile, apparition de craquelures et fêlures, et les couronnes deviennent plus fragiles et d'une couleur plus foncée. Donc, ça va changer, ça va passer parfois vers le marron. Alors, au niveau du sément, il y aura une augmentation de l'épaisseur du sément, en particulier au niveau du tiers apical, ce qu'on appelle les sémentums, et hypersémentose liée à l'âge, mais aussi une activité fonctionnelle accrue. D'accord, une augmentation de la fonction de la synthèse du sément. Donc, ce qui va donner une augmentation de son épaisseur. Au niveau de la dentine, donc il y a augmentation de la translucidité et augmentation de l'épaisseur et obstruction de canalicules dentinaires, dentisclérotiques. Donc, par apposition de cette dentine, il va y avoir une augmentation de l'épaisseur aux dépens, bien sûr, du tissu pulpaire. Et la pulpe va avoir, bien sûr, par conséquence, une petite chambre pulpaire, un rétrécissement, le diamètre va diminuer. Également, il va y avoir une diminution de la vascularisation et du nombre cellulaire et augmentation de la minéralisation. Donc, vous allez trouver un tissu pulpaire plus fibreux qu'un tissu pulpaire jeune. Quelles sont les différentes formes cliniques de la lésion carieuse? Bien, des atteintes, des lésions, des atteintes des dents pour un sujet âgé. Donc, d'abord, on aura en premier lieu les lésions cervicales, surtout les lésions cervicales qui sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Donc, ce sont des lésions carieuses localisées au niveau de la région cervicale, donc soit au contact de la gencive, soit en supra, au niveau loin de la gencive. Et elle peut toucher également les surfaces proximales. Donc, toutes les surfaces de la dent peuvent être touchées. Donc, elle présente une dyschromie, c'est-à-dire une disparition de la couleur le long de la jonction amélo-sémentaire. Et les facteurs de risque qui peuvent provoquer l'apparition de ces lésions sont, bien sûr, la lésion ou la récession parodontale, la xérostomie, un régime sucré, fréquence de prise alimentaire et une hygiène défavorable et présence de prothèses. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui favorisent l'apparition de la lésion carieuse chez le sujet âgé. Donc, on peut distinguer soit les lésions actives ramollies, comme vous voyez sur les images, ou bien les formes inactives, lisses, brillantes et lisses, qui sont dures à la sonde et à distance de la gencive marginale. Par contre, les lésions en cas sont également très fréquentes chez les personnes âgées. D'abord, on peut avoir des attritions, comme vous voyez sur l'image. Elle est due au contact ou une usure mécanique entre les dents, entre deux surfaces de dents. Donc, ça permet l'apparition des attritions. Les abrasions et abfractions, donc dues au frottement des dents avec des objets mis au contact et des aliments, mais aussi surtout au brossage traumatique. Donc, chez nous, vous allez trouver surtout des patients qui se brossent, qui ont des brossages traumatiques, qui ont ces lésions. Donc, c'est surtout le brossage traumatique. Rarement les objets mis en bouche et les aliments. C'est surtout le brossage.
Enfin, on a les érosions qu'on voyait sur l'image et qui sont dues à une attaque de substances chimiques. Tout dépend, parfois même trop d'acide, d'accord, comme les personnes qui ont des problèmes au niveau gastrique. Donc, et peut-être que le patient utilise certaines substances chimiques dans la cavité buccale, donc qui peuvent provoquer l'apparition des érosions. Donc, comment vous allez distinguer, parce que vous pouvez avoir cette forme chez des patients qui ont une occlusion traumatisante. Donc, la différence se fera au cours de notre examen clinique et en cherchant l'étiologie et la raison de ces lésions non carieuses. Alors, la première étape qu'on doit réaliser quand on va prendre en charge ce patient, c'est la prévention. Donc, on doit d'abord prévenir le patient pour qu'il n'aura pas ces lésions carieuses, ou bien s'il a ces lésions, donc on doit éliminer d'abord des bactéries dentaires. Mais toujours, il faut faire une motivation à l'hygiène pour le patient. C'est la première étape qu'on doit réaliser, une bonne motivation à l'hygiène. On doit éliminer les bactéries dentaires et la plaque bactérienne par une hygiène bucco-dentaire adaptée et modifiée chez les personnes ne présentant aucune incapacité physique ou morale, c'est-à-dire que c'est des personnes saines. C'est le brossage quotidien et la prescription des adjuvants de brossage comme le fil dentaire, les brossettes interdentaires, les brosses adaptées aux prothèses. Vous pouvez également demander aux patients de faire... de préparer une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau avec du sel et du bicarbonate et il va l'utiliser après chaque brossage. C'est-à-dire qu'il va seulement se rincer, avec cette préparation. D'accord? Donc, c'est très bon pour la gencive et c'est un bon adjuvant pour le brossage. Alors, augmentation de la résistance de la dent à la lésion carieuse. Comment on va la faire? Avec des apports fluorés. Il y a soit des dentifrices fluorés, soit il y a certains comprimés fluorés et tout. On peut leur prescrire aux patients pour augmenter la résistance à la lésion carieuse. Également, on doit demander aux patients d'équilibrer son alimentation, c'est-à-dire avoir une alimentation riche en fibres qu'une alimentation sucrée. Alors, les traitements conservateurs. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va passer aux traitements conservateurs. Alors, on doit toujours privilégier des soins conservateurs et préserver la pulpe, même si elle est rétractée et vieillie. Donc, on cherche toujours à conserver. On ne va pas passer directement à l'extraction, d'accord? Ou bien à la pulpectomie. Donc, on doit privilégier la conservation de la vitalité pulpaire. Alors, il faut savoir que les coiffages pulpaires sont contre-indiqués parce qu'on a un faible potentiel de réparation pulpaire. Alors, pour les difficultés qu'on peut rencontrer chez ces personnes âgées, d'abord, c'est l'état de santé du patient. On l'a vu au début, les patients peuvent présenter certaines maladies, d'accord, qu'on doit prendre en considération. Le contexte bucco-dentaire, la plupart des personnes âgées ont de mauvaises hygiènes bucco-dentaires, et la coopération psychologique, motivation du patient, les changements qui, avec l'âge, affectent l'émail, la dentine et la pulpe. Donc, tous ces éléments vont influencer ou bien c'est des difficultés qu'on va rencontrer au cours de nos soins dentaires. Alors, pour le traitement des lésions radiculaires, donc elle va se faire mécaniquement, bien sûr, comme d'habitude, comme vous avez vu en clinique. Ça se fera comme pour les patients jeunes ou les patients âgés. Donc, on élimine le tissu carieux, déminéralisé, et on va réaliser une restauration ou une obturation étanche. Les difficultés, c'est l'accès à la lésion qu'on peut rencontrer, la réalisation de la cavité et le choix du matériau d'obturation, surtout quand on est en face d'une lésion cervicale au niveau des molaires. Donc, généralement, on trouve beaucoup de difficultés à avoir un accès facile à la lésion. Pour les produits utilisés ou les biomatériaux utilisés, donc, on doit respecter
les impératifs esthétiques, mécaniques et biocompatibilité du produit. Pour les classes 5, si par exemple on a une cavité qui est en sous-gingivale, on préfère utiliser bien sûr le ciment verionomère que le composite ou autre produit. On note une utilisation privilégiée des matériaux adhésifs et esthétiques, ce qu'on utilise plus chez les personnes âgées, plus que les matériaux métalliques comme l'amalgame. Alors, pour le composite qu'on peut utiliser chez les personnes âgées, il est souvent utilisé, il a plus de propriétés esthétiques et il est utilisé comme crochet prothétique par rapport à ses propriétés mécaniques. Donc, il a des propriétés mécaniques plus ou moins acceptables. Sauf que l'inconvénient majeur, il nécessite une isolation étanche du champ opératoire. C'est-à-dire que dès que la salive touche la cavité ou bien le composite, on a une mauvaise adhésion du produit. Il perd ses qualités d'adhésion et nécessité d'une bonne hygiène du patient. Chez les patients, que ce soit jeunes ou âgés, donc si le patient a une mauvaise hygiène, on ne peut pas lui mettre du composite parce qu'il y a toujours un suintement gingival qui va provoquer la mauvaise adhésion du produit. Donc, pour mettre du composite, le patient doit avoir une bonne hygiène. Il faut toujours faire une bonne motivation à l'hygiène du patient. Sinon, il vaut mieux ne pas utiliser du composite parce que les effets secondaires seront plus... c'est-à-dire qu'on aura plus de récidives de caries que pour d'autres produits. Pour le ciment verionomère, il a une capacité d'adhésion physico-chimique. Donc, ça rend son utilisation plus facile. On peut l'utiliser plus facilement chez les personnes âgées et il a la qualité du relargage du fluor. Mais le seul problème qu'on peut rencontrer pour le ciment verionomère, c'est le problème esthétique et la résistance mécanique. On ne peut pas l'utiliser au niveau des molaires, surtout les classes 1 ou 2. L'amalgame, c'est un produit qui donne de bons résultats et qui résiste bien. Mais il a un recul clinique qui est très important et il est facile à utiliser. Comme vous avez vu en clinique, c'est le produit peut-être le plus facilement utilisé que le composite ou autre produit. Mais il est inesthétique, possible pour lésions radiculaires dans le secteur postérieur. Donc, pour les lésions radiculaires, on peut l'utiliser dans le secteur postérieur parce qu'il n'y a pas, l'esthétique n'est pas demandée au niveau des dents postérieures. Pour les traitements endodontiques, donc, quel que soit l'âge du patient, le traitement endodontique est réalisé comme pour une personne jeune. Donc, les indications et les contre-indications doivent être respectées et sont presque les mêmes. Alors, les particularités qu'on pourra avoir chez ces personnes, c'est les états généraux altérés. C'est-à-dire que chez une personne âgée, vous avez plus de maladies générales que pour une personne jeune. Et les modifications du complexe pulpodentinaire. Donc, c'est les deux caractéristiques qui peuvent influencer nos thérapeutiques endodontiques chez les personnes âgées. Alors, il faut savoir que chez une personne âgée, on a moins d'atteintes inflammatoires aiguës. Par contre, on aura des lésions chroniques. Donc, on a plus de chronicité et de nécrose par rapport aux inflammations aiguës. Donc, vous allez les rencontrer rarement chez les personnes âgées. Vous n'allez pas avoir vraiment de personnes qui vont consulter chez vous avec des pulpites aigus. D'accord ? Vous allez trouver plus de pulpites chroniques. La disparition radiologique de la pulpe et des tests de vitalité pulpaire, les faux négatifs, dû à une faible réponse de la pulpe rétractée au stimuli. Comme vous voyez là, les pulpolites et la disparition de la cavité, plutôt du canal, la disparition de la lumière canalaire. Cela est dû à la sclérose pulpaire, le vieillissement du tissu pulpaire. Donc, ces patients vont répondre mal aux stimuli ou bien aux tests de vitalité. Également, il y aura une disparition radiologique de la pulpe, c'est-à-dire que la cavité pulpaire va disparaître. Alors, chez les patients âgés, il faut toujours travailler avec des séances courtes. Il ne faut pas prolonger les séances de travail.
les maladies systémiques et les traitements médicamenteux qui prédisposent à l'infection de la personne âgée, il faut les prendre en considération. Dans ce cas-là, on aura deux choix thérapeutiques à faire. Donc, soit on va traiter endodontiquement, soit on est face d'une reprise de traitement. C'est les deux traitements endodontiques qu'on pourra réaliser chez les personnes âgées. Quand est-ce qu'on peut réaliser ces traitements endodontiques? Si on est en phase d'une pulpopathie irréversible, pulpite chronique aiguë, qui sont très rares, les nécroses et les complications, granulome et tout. Également, chez les patients qui ont un risque d'endocardite, ces traitements doivent être réalisés sous antibioprophylaxie, bien sûr DIG obligatoire, antisepsie locale, préopératoire immédiate. Donc, on doit respecter une antibioprophylaxie si le patient a un risque d'endocardite, bien sûr, pour certains traitements. Il y a certains traitements comme les gangrènes pulpaires, on ne peut pas les traiter chez une patient qui a une endocardite, bien sûr, à haut risque, d'endocardite infectieuse. Quand est-ce qu'on contre-indique ces traitements endodontiques? Si, par exemple, la dent n'a pas d'avenir fonctionnel. C'est-à-dire que toute la couronne a disparu ou bien sa position ne va pas aider le patient plus tard dans la mastication ou dans autres fonctions. Non restaurable, on ne peut pas la restaurer, surtout si la limite dentaire est en sous-gingivale et présentant un support parodontal insuffisant et dans le cas de pronostic défavorable à court terme. Donc, en faisant notre examen clinique, on va conclure est-ce qu'on pourra garder la dent ou pas. Et pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse ou présentant des troubles systémiques sévères, limitant leur activité et représentant pour eux une menace vitale permanente, comme pour les patients qui ont une endocardite infectieuse à haut risque. Donc, généralement, on extrait, selon le consensus qui a été mis dernièrement, je crois que c'était en 2000, donc pour les gangrènes pulpaires, la dent doit être extraite. Pour les pulpites aigus monoradiculés, l'obligation de mettre la DIG, c'est obligatoire. Et le traitement doit être réalisé en une seule séance. Par contre, tout ce qui est gangrène, réaction périapicale ou même reprise de traitement sont contre-indiqués pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Alors, pour le traitement endodontique, donc pour le cas particulier de la personne âgée ayant un endodonte assez ou très minéralisé, l'impossibilité de voir sur une radiographie le trajet canalaire ne signifie pas la minéralisation totale de la cavité pulpaire. Donc, si vous voyez dans une radio rétroalvéolaire que le volume pulpaire a disparu, c'est-à-dire vous allez voir une radio-opacité des canaux radiculaires. Donc, on ne va pas penser directement que toute la cavité pulpaire est minéralisée. Donc, on va toujours essayer de prendre d'autres incidences qui peuvent nous montrer qu'il y a peut-être une lumière canalaire. Alors, le champ opératoire doit être également indiqué. Normalement, il est indiqué obligatoirement, même si sa mise en place est parfois difficile. Et la réalisation de la cavité d'accès est également difficile vu la présence de pulpolite à l'intérieur de la cavité de la chambre pulpaire, également à cause du volume de la chambre pulpaire, donc à cause également des lésions cette présence de pulpolite ou calcification de la chambre pulpaire. Donc, au cours de notre réalisation de la cavité d'accès, on peut réaliser ou on peut provoquer une lésion du plancher pulpaire. Donc, il faut toujours faire attention quand on réalisera la cavité d'accès chez les personnes âgées. La calcification progresse de la couronne vers l'apex. Comme vous voyez là, il y a toujours au début des calcifications. Ensuite, on va les trouver à l'intérieur du canal. On peut trouver soit un canal totalement oblitéré par les calcifications ou bien parfois c'est juste à l'entrée canalaire. Donc, le premier obstacle, c'est les pulpolites. D'accord? Donc, le cathétérisme reste
une étape qui est très, très délicate dans le cas de canaux minéralisés. Et la pénétration instrumentale est préférable réalisée manuellement au lieu d'utiliser une pénétration assistée. Donc, toujours, il faut travailler manuellement parce que quand on travaille avec des instruments manuels, on ressent plus l'intérieur des canaux et on va on va travailler mieux avec sécurité. On utilise également des chélateurs comme le DTA qui va permettre, ou l'Argal, qui va permettre de déminéraliser les calcifications et facilite la pénétration des instruments. Le deuxième obstacle qu'on pourra avoir, c'est les sémentums, c'est le dépôt sémentaire apical, d'accord, et qui, bien sûr, augmente la longueur de la dent. Donc, il va nous donner une fausse LT, ou quand on va calculer notre LT, donc le sémentum ou l'augmentation de la quantité du sément va nous donner une fausse mesure. Donc, la mise en forme canalaire nécessite une séquence instrumentale adaptée aux canaux difficiles, fins et calcifiés. Donc, vous allez utiliser des instruments spéciaux. Bien sûr, après la prise de radio, vous allez avoir une idée sur la forme de votre canal. Donc, vous allez, à partir de là, choisir vos instruments. Et le choix de la technique d'obturation canalaire, donc il n'y a pas trop de différence avec une dent jeune, sauf qu'on préfère utiliser les techniques utilisant la guttaperca, soit froide, soit chaude. Pour le retraitement endodontique, donc, il est indiqué si vous avez des espaces lacunaires au niveau du tiers apical, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise obturation canalaire. Dans ce cas-là, vous allez réaliser votre mise en forme, plutôt votre retraitement canalaire, en utilisant bien sûr tous les instruments utilisés pour ce retraitement, et en utilisant bien sûr toujours les produits qui peuvent désobturer les produits canalaires, les produits d'obturation canalaire. Également, si vous avez une réaction périapicale, bien sûr, ça indique la reprise de traitement. Donc, on a 3 possibilités pour réaliser ce retraitement. Soit le patient présente des symptômes de parodontite apicale aiguë ou chronique, inflammation de ligament desmodontal. Donc, on doit réaliser l'intervention du retraitement si le patient présente des douleurs. La dent présente un canal partiellement obturé, il faut s'abstenir. Si espace lacunaire du tissu périapicaux présente un aspect compatible avec les critères de guérison et si l'anamnèse dentaire indique l'ancienneté de la lésion. Donc, selon votre examen clinique, si vous voyez qu'il y a une certaine cicatrisation remarquée sur la radio, ou bien la lésion est très ancienne et il n'y a pas eu de problème ou de douleur chez ce patient, donc il faut s'abstenir et vous pouvez réaliser des contrôles, ne pas toucher et ne pas réaliser la reprise de traitement. Si on est en phase d'un plan de traitement prothétique, donc c'est tout dépend. Il faut prévoir l'utilisation, qui prévoit l'utilisation de la dent. Donc, on va réaliser une reprise de traitement selon l'évaluation de la densité et surtout de l'obturation canalaire. Donc, si on a une bonne densité canalaire, d'obturation canalaire, on ne doit pas toucher la dent, bien sûr, sans signe clinique. La dent doit être ne doit pas avoir de signe clinique, c'est-à-dire des douleurs. Sinon, si on est en face d'une dent présentant des douleurs ou bien l'obturation est mauvaise, si la dent va recevoir un traitement prothétique, une couronne ou autre, donc on doit prévoir cette reprise de traitement. Et si impossibilité de retraitement, on choisit l'abstention. Toujours, il faut toujours s'abstenir, réaliser toujours des contrôles cliniques avant de penser ou avant de choisir l'extraction. La troisième thérapeutique endodontique qu'on pourra réaliser, c'est la chirurgie endodontique. Les indications sont les mêmes que pour les patients
âgés ou jeunes. Néanmoins, la présence de canaux calcifiés, de perforations et de résorptions radiculaires est plus fréquente. Si l'état général du patient le permet, la chirurgie endodontique est indiquée, celle-ci étant moins traumatisante. Donc, tout dépend. L'état général, bien sûr, si un patient présente une endocardite infectieuse à haut risque, la chirurgie endodontique est contre-indiquée. Donc, pour les personnes âgées, le pronostic est moins, pour la personne âgée, sont moins traumatisants et induisent moins de problèmes, les lésions d'endodontie, de bactériémie que les extractions. Cependant, l'incidence des traitements canalaires augmente avec l'âge, ainsi que les facteurs qui diminuent leur taux de succès. Donc, toujours chez les patients âgés, les facteurs, c'est-à-dire les caractéristiques d'un patient âgé, comme les maladies générales, comme les calcifications, diminuent toujours le taux de succès des traitements endodontiques, mais on doit toujours les réaliser et faire toujours des contrôles pour ces patients. La prise en charge du sujet âgé nécessite une évaluation de son état de santé. Toujours on parle de l'état de santé, les maladies générales, vu les comorbidités fréquentes chez cette partie de la population. Le praticien doit tenir compte des particularités histologiques des tissus dentaires, des éventuelles complications inhérentes aux actes endodontiques et conservateurs, d'opter pour une prise en charge adaptée avec le meilleur rapport bénéfice-soins. Donc, à la fin, vous devriez toujours avoir ou réaliser un bon examen clinique, connaître les maladies générales qui peuvent toucher le patient âgé et avoir en tête toutes les structures ou bien les changements des structures dentaires et même les autres structures de la cavité buccale telles que les glandes salivaires et tout. Donc, il faut tenir en compte tous ces changements et toutes ces modifications pour pouvoir réaliser vos traitements conservateurs de la dent. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? On termine le cours.